je suis obligé de faire ça la nuit, sinon je suis pas assez tranquille. Mes filles dorment, alors j'espère que vous m'entendrez quand même. Je m'appelle Nicolas Delot. Des rêves à tenir est mon 3e ouvrage, mon 2e roman, et le premier que je publie chez Grasset. C'est donc à moi de raconter cette histoire. Alors, on y va. Quand Job est revenu, ceux qui se souvenaient encore de lui ne l'ont pas reconnu. On ne l'attendait plus depuis longtemps. D'ailleurs, il n'avait jamais parlé de revenir, et il avait tellement maigri qu'on pouvait se demander si c'était bien lui. 30 ans, c'est long. Qui l'aurait vu alors, je veux dire, qui l'aurait vraiment vu, observé avec beaucoup d'attention, aurait peut-être noté qu'il émanait de lui une étrange clarté. C'était comme si la lumière du jour, au lieu de rebondir sur sa peau, entrait dans son corps et y restait piégée, à peine plus dense qu'ailleurs. Le jour mourait quand il avait traversé la Grand-Place jusqu'à la rue de la Cale. C'était l'hiver. Un vent glacial balayait l'eau du port et les flaques blafardes des quais. De petits lambeaux de goémon dansaient, soulevés par les rafales. Autour, le village s'allumait de lueurs oranges. Un néon verdâtre éclairait pour rien l'entrée de la coopérative maritime, les viviers et le silo à glace. Tout sommeillait. C'était dimanche. Cet homme qui rentre chez lui après 30 ans d'errance, il s'appelle Job. Quant à celui qui va raconter cette histoire, c'est le témoin privilégié de cet étrange effacement dont il est question dans cet incipit. Mais c'est aussi le témoin et un acteur essentiel d'un groupe de dangereux activistes, bras cassés, joyeux de rire, de poètes, de doux rêveurs, qui s'appellent les partisans de la langouste. Alors, ces partisans de la langouste, ils ont des idéaux. C'est même ce qui les rassemble. Mais ce qui les rassemble aussi, c'est le mal qu'ils éprouvent à leur donner corps, jusqu'au jour où... Pour raconter cette histoire double, j'ai ressenti le besoin d'emprunter une voie simple, de compter sur une économie de moyens aussi grande que possible. Je voulais aussi un récit qui soit à la fois très fermement ancré dans notre époque et malgré tout atemporel. Un récit qui fasse du bien à l'âme, un récit qui donne un beau visage, pour reprendre le si beau titre de Johan Ril. J'ai eu besoin de composer, du moins avec des obsessions qui, depuis l'écriture des Rois d'ailleurs, ne me quittaient pas. La question du lieu d'abord, à la fois celle d'être de quelque part, mais aussi celle de l'ailleurs, de la question de l'ailleurs. À titre d'exemple, le narrateur, qui n'a jamais quitté son petit port, passe son temps à écouter, à l'aide d'une radio à ondes courtes, ce qui se dit au-delà de l'horizon. Enfin, l'obsession matrice, c'est celle du désir comme force agissante. Est-ce que ce désir est compatible avec l'ici, avec le maintenant, avec un état donné des choses ? Et cet écheveau d'obsession ne pouvait m'amener qu'à un questionnement de l'utopie. Et je crois que notre époque manque terriblement, appelle terriblement l'utopie. Enfin, la mer est clairement le cadre de cette histoire, à tout un tas de points de vue, mais comme champ de force.